Alors bonjour mesdames et messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à cette semaine dans Dautré. Durant cette émission, nous reviendrons sur certains dossiers de notre couverture durant la dernière semaine. D'abord, on parle de la lutte pour la sauvegarde du patrimoine bâti qui prend plusieurs visages dans la région. Récemment, nous vous parlions du Comité pour la sauvegarde du monastère démonial de Berthier qui considère inconcevable que certains envisagent la démolition de ce bâtiment avec une architecture et une histoire bien spéciales. Nous avons d'ailleurs parlé du projet de reconversion du bâtiment qu'il propose. Eh bien, cette semaine, nous avons présenté un autre exemple de lutte pour la sauvegarde du patrimoine bâti et cette semaine, c'était en provenance de l'île du Pas. L'ancien presbytère de l'île du Pas est un bâtiment exceptionnel selon la MRC Dautré. Nous avons rencontré Claude Arsenault, celui qui travaille fort pour sauver ce bijou. Et au cours de notre entretien, il aborde aussi la partie du rapport de la vérificatrice générale du Québec qui porte sur la préservation du patrimoine bâti. Les remarques de la vérificatrice générale publiées en juin ont interpellé la ministre de la Culture et des Communications du Québec qui, récemment, a fait part de son intention de moderniser la loi à ce chapitre. Et cet entretien réalisé un peu plus tôt, mais que nous n'avions pas encore pu vous présenter, s'avère donc d'une très grande actualité encore une fois. Voici donc la première partie de notre rencontre avec un grand passionné du patrimoine bâti, Claude Arsenault. Mon nom est Claude Arsenault, nouveau résident de l'île du Pas depuis un an. Et j'ai fait l'acquisition du presbytère de l'île du Pas. Et c'est dans le but quand même d'en prendre soin. Oui, c'était l'objectif. C'est que, bon, moi je suis un passionné de l'histoire, du patrimoine du Québec et tout. Et j'ai milité pendant 18 dernières années bénévolement au sein d'une société pour sauvegarder le patrimoine. Et qu'est-ce que je voulais faire à ma retraite? C'était de faire sauvegarde d'un bâtiment patrimonial. Donc, j'ai parcouru un petit peu le Québec. J'ai des amis dans le domaine qui m'ont aiguillé et tout. Et Clément Loca, un copain, me dit qu'il y avait le presbytère de l'île du Pas avant, l'hiver dernier. Et tout de suite, je suis venu à l'île du Pas, rencontrer les propriétaires et tout. Puis, j'étais emballé par le bâtiment. C'est un beau bâtiment qui a été construit en 1834-1834 sur les fondations du presbytère précédent qui datait des années 1750. Donc, et qui a été, comment dire ça, qui a pris l'aspect Second Empire vers 1887, en 1887 précisément. Et donc, Second Empire, c'est le deuxième étage mansarde et avec un peu de décoration et ainsi de suite, là, puis une belle galerie frontale et tout. Et avec des lucarnes cintrées. Donc, j'ai fait l'acquisition avec ma conjointe et notre fille habite ici. Le bâtiment, bon, les anciens propriétaires en avaient bien pris soin, sauf que c'est sûr que la toiture, j'ai dû refaire la peinture de la toiture sur le dessus et il va y avoir les mansardes à faire bientôt. Il va y avoir les joints de pierre à refaire parce que infiltration d'eau et le vent passe par là. Et aussi, bon, l'extérieur, toute la galerie à refaire. Il y a quand même 155 pieds de galerie par 5 pieds de large et tout. Et mettre aussi un drain français. Donc, c'est pour vous dire, c'est que c'est seulement l'extérieur, puis c'est peut-être de l'ordre d'à peu près 100 000 $ de coût. Donc, c'est très onéreux, même si, bon, il va me falloir de l'aide pour faire ces travaux-là. Mais sinon, en général, je fais à peu près 90 % du travail moi-même parce que ça ne le cache pas, c'est quand même coûteux ces travaux-là et ainsi de suite. Et restaurer un bâtiment patrimonial, c'est un bâtiment qui a été étudié par la MRC Dautré et qui est considéré comme exceptionnel. Donc, c'est le seul bâtiment de ce niveau-là sur l'île du Pas et le seul bâtiment en pierre aussi.
Donc, il n'est pas classé, il n'est pas cité par la municipalité, mais il est dit exceptionnel par les spécialistes dans l'étude et tout. Donc, un bâtiment comme ça, c'est sûr que ça prend beaucoup de temps, d'énergie et beaucoup de sous pour le restaurer. Et bon, l'intérieur, pour vous donner une idée, c'est qu'il y avait plusieurs couches d'épaisseur de murs à l'intérieur. On ne voyait même pas l'âtre pour le foyer, donc en belle pierre et tout. Donc, j'ai retiré les 3 couches de murs successives et le crépi et j'ai mis les pierres apparentes. Donc, ça va être très, très joli. Les planchers baissaient de cuisine saladier de 3 pouces et quart, qui est à peu près 8 cm, donc qui est beaucoup, mais qui n'est pas surprenant pour un bâtiment patrimonial. Et pour quelqu'un qui a un problème de douleur de dos chronique, c'est pas trop bon d'avoir un plancher de hors niveau. Donc, j'ai dû mettre 4 poutres d'acier, 28 soliveaux nouveaux, et ainsi de suite, pour le redresser. Maintenant, cette partie-là va être bien, et ainsi que le deuxième étage qui correspond à cette partie-là. Donc, ça pour dire que c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail et tout, et ça prend des gens, passionnés, donc pas trop rationnels dans un sens, c'est que il faut mettre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est peut-être 3 ans de travail à temps plein pour le restaurer, le bâtiment, afin de faire en sorte, pour pouvoir lui assurer une pérennité, en voulant dire, il a besoin d'être mis, entre guillemets, aux normes, en voulant dire l'aqueduc et ainsi de suite. Il y a l'aqueduc qui date de 1917 à l'intérieur. Donc, c'est surprenant que les joints n'aient pas brisé. C'était tout du tuyau noir et ainsi de suite. La rouille là-dessus et tout. Là. Donc, il faut mettre ça aux normes d'aujourd'hui et ainsi de suite. Et bon, même si c'est un vieux bâtiment, on ne va pas vivre dans un musée. Donc, il faut le mettre, pas au bout du jour, mais en voulant dire solide, puis peut-être de la céramique au lieu d'un plancher qui est plus très, très usé et tout. Mais pour qu'on puisse être à l'aise à l'intérieur avec hotte de cuisinière, fan pour les salles de bain, et ainsi de suite, et avec un bon chauffage, il va y avoir une thermopompe qui va arriver. C'est sûr qu'en 1834, il n'y avait pas tout ça et tout, mais en cours de route, bon, comme en 1917, il y a eu l'aqueduc qui a rentré ici. Dans les années, je crois, à peu près 1920, l'électricité est rentrée ici. Donc, une maison se doit aussi d'évoluer, mais au moins en gardant son cachet d'origine, et c'est ça qu'on va préserver. L'extérieur va être comme là. Et ce qu'on voit dans une photo de 1898 pour le presbytère, parce que le diocèse de Montréal, parce que Joliette et toute la région, les Dupas, faisaient partie du diocèse de Montréal. Ils ont fait une étude sur chacune des églises et presbytères. Et on a une vieille photo du presbytère avec sa rallonge. Et il n'y a pas de toit sur la galerie, mais il y a quand même la galerie pleine largeur et tout. Ça veut dire que peut-être dans les années 1910-1920, ils ont mis la toiture sur la galerie, qui fait très, très jolie. Et la galerie, elle fait tout le tour du presbytère, aux 3/4, sans l'ajout, qui est la cuisine d'été, et la chambre de la bonne à l'étage, du curé à l'époque, en 1887, Vincent Plinguet, le curé Vincent Plinguet. Et donc, on me disait que les anciens ici voyaient le curé lire son chapelet, lire sa Bible tout le tour ici, là, sous la protection du toit en cas de pluie ou quoi que ce soit. Donc, on va préserver ça et tout. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que
c'est qu'il y a eu une étude avec un rapport avec la vérificatrice générale du Québec concernant le patrimoine bâti ici au Québec. Bon. Elle a fait un constat que tous les gens du milieu, les passionnés du patrimoine bâti ici au Québec, décrions la situation auparavant, en voulant dire que les bâtiments patrimoniaux, ils sont laissés à eux-mêmes, en voulant dire que, dans l'ancien village où j'habitais, j'ai vu 25 bâtiments patrimoniaux disparaître depuis que je suis tout petit. Donc, c'est qu'ils disparaissent tous un après l'autre. Donc, et souvent, c'est l'abus de l'usufruit. Donc, le propriétaire laisse dépérir un bâtiment pour dire à un moment donné, il n'y a plus rien à faire, on démolit, et ainsi de suite. Et ça se fait encore aujourd'hui, en 2017, 2018, 2019, 2020. Donc, c'est vraiment pernicieux. Ça fait en sorte que si il y a des gens, je ne suis pas le seul là, qui restaure un vieux bâtiment, mais il y en a de moins en moins. Parce que, tout coûte plus cher aujourd'hui. Et, la plus jeune génération préfère avoir peut-être quelque chose de plus petit, plus neuf, et ainsi de suite, puis rien à faire, puis faire plutôt des loisirs, et ainsi de suite, que consacrer des années entières à restaurer un bâtiment, puis je ne remets pas en cause leur choix et tout, là, mais il en faut des gens pour prendre soin des vieux bâtiments et tout. Sauf que ces maisons-là sont laissées à eux-mêmes, puis aussi les propriétaires de ces maisons-là et tout. Bon, c'est que, moi j'ai la chance d'avoir un copain qui est architecte en bâtiments patrimoniaux et qui peut me conseiller sagement sur les actions que je dois prendre et tout. Mais sinon, c'est des coûts. Donc, il n'y a aucune aide financière, rien. Puis, c'est sûr que ce n'est pas une municipalité comme l'île du Pas, de 625 habitants, qui peut investir dans ce patrimoine-là en aidant les propriétaires du tout. Mais c'est le ministère de la Culture qui devrait s'impliquer auprès des propriétaires et tout. Parce que ce bien-là, c'est un bien collectif. Donc, oui, j'en suis propriétaire avec ma conjointe pour un certain temps. En voulant dire, nous, on espère de vivre très vieux, en santé, dans ce bâtiment-là. On le restaure comme si c'était pour toujours. Et on peut même faire une chambre au rez-de-chaussée quand on va être plus âgé. Comme ça, on n'aura plus besoin de monter les escaliers et ainsi de suite pour rester plus longtemps ici. Sauf que, après ça, je souhaite bien que ça soit à notre fille qui puisse prendre la relève et tout. Mais sinon, il faut faire en sorte que ce bâtiment-là puisse être, comment dire ça, sauvé, mais en voulant dire qu'il ne coûte plus peut-être 8 000 $ de chauffage par année. Parce que, ces murs-là étaient aucunement isolés. Donc, c'est un 30 pouces de maçonnerie, de pierre pleine et tout. Et après ça, 2 petits rangs de planches et c'est tout. Et les fenêtres, elles sont des travaux 1887. Là. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup d'air qui passe à travers, donc il faudra faire une intervention pour des coupe-froids et ainsi de suite. Donc, il faut faire en sorte que ce bâtiment ne coûte pas trop cher à chauffer, à utiliser, mais aussi qu'il soit confortable pour que les gens qui l'habitent soient heureux, puis bien, et ainsi de suite, afin d'assurer la pérennité du bâtiment. C'est ce qu'on veut faire présentement. Et pour en venir au rapport de la vérificatrice générale du Québec, elle a fait un constat comme quoi que le patrimoine bâti, je ne sais pas si elle a utilisé ce terme-là en perdition, mais ce l'est dans les faits, étant donné que le ministère de la Culture ne prend pas ses responsabilités pour protéger le patrimoine. Et même les bâtiments qui sont classés par Québec, le ministère n'intervient pas.
Donc, moi, je connais des bâtiments classés du Québec en perdition et tout, là. Et aucune intervention du ministère. Et des bâtiments comme celui-ci, même s'il n'est pas reconnu par Québec ou cité par une municipalité, devrait être pris en considération afin d'assurer sa sauvegarde, en voulant dire avec des aides techniques, en voulant dire avec des experts conseils pour sa restauration, et aussi un soutien financier et tout. Puis, parce que moi, j'ai connu d'autres propriétaires qui ont restauré des maisons, dont à Vaudreuil, qui ont mis toute leur âme, tout leur cœur là-dedans et qui ont dû travailler 10 ans après une retraite qu'ils pensaient prendre à 65 ans et qui n'ont pas pu, pour payer les travaux et payer aussi les taxes supplémentaires que demandait la municipalité suite à leur intervention à la restauration de leur bâtiment qui est magnifique aujourd'hui. Donc, les propriétaires, à certains cas, ils veulent préserver un patrimoine, mais en plus, ils mettent beaucoup d'argent, d'énergie, mais en plus, ils sont pénalisés à cause de la plus-value, en parenthèse, du bâtiment, avec une augmentation des taxes et tout. Donc, c'est difficile. Et quand le ministère, auparavant, a mis la responsabilité aux municipalités de faire des citations, de prendre en charge le patrimoine, ça avait été décrié par tous les organismes en patrimoine. Je faisais partie d'une société de patrimoine auparavant. On avait fait des mémoires décrivant la situation et tout, puis la ministre à l'époque y a été de l'avant pour tout simplement se délaisser de cette responsabilité-là aux municipalités. Et les municipalités n'avaient pas les connaissances, n'avaient pas le financement, n'avaient pas l'expertise et souvent n'avaient pas d'intérêt. Pas dans toutes les municipalités, mais dans la grande partie des municipalités. Pas d'intérêt, étant donné que souvent, les municipalités sont près des promoteurs. Donc, ils favorisent les promoteurs afin de permettre de démolir des vieux bâtiments et tout, et de construire quelque chose de flambant neuf, plus gros et plus coûteux, et pour avoir plus de taxes et tout. Donc, c'est pas entre les bonnes mains dans l'ensemble des municipalités et tout. Donc, il faudrait faire quelque chose, et ma crainte, et ainsi que beaucoup de gens dans le milieu, c'est que ce rapport-là aille directement sur une tablette, en voulant dire que la ministre va laisser passer et tout, et tout simplement rien faire. Et la situation a été décriée aussi dans les médias dernièrement, une lettre ouverte dans le Devoir, par Mme Félix Lambert, M. Serge Royal, et des associations comme Héritage Montréal, Fédération des sociétés d'histoire du Québec, l'Association des propriétaires maisons anciennes du Québec, craignant de leur part et tout, que ça aille sur une tablette et que rien de concret ne se fasse. Donc, il faut que la ministre puisse agir. Donc, en amorce de cette deuxième partie de notre entretien avec Claude Arsenault, je lui demande s'il est somme toute d'accord avec la vérificatrice générale. Il dit que oui et qu'il y a très peu ou pas d'aide financière pour les propriétaires notamment. Puis, il nous amène voir certains détails du bâtiment et de ses annexes. Les bâtiments se font démolir sans cesse et tout, avec plein d'exemples. La maison Boileau, Chambly. La maison ici, le monastère des Sœurs ici à Berthierville a été sauvé in extremis par la ministre, à cause de beaucoup de pression à la grandeur du Québec et tout. Mais bon, c'est rare, des interventions comme ça et tout. Mais il faudrait quelque chose pour l'ensemble du patrimoine bâti, le petit et le grand patrimoine. Le presbytère, là, il n'y a plus de curés résidents ici depuis... Ici, le presbytère a été mis en vente en 1980. Donc, par la fabrique, comment vous dire ça, là? C'était pas un encan, mais avec des offres sous lettres cachetées et tout. Et finalement, il y a un propriétaire qui a acheté
Et bon, il l'a gardé 3 ans de temps. Il a fait des petits travaux. Et après ça, c'est monsieur et madame Trudel qui l'ont pris de 1983 jusqu'en 2019. Donc, 36 ans. Donc, ils en ont bien pris soin et tout. Mais c'est un bâtiment qui demandait beaucoup, beaucoup. Et il y a plein de gens qui étaient intéressés au bâtiment de l'île du Pas et tout. Sauf qu'ils étaient conscients de l'ampleur des coûts de travaux et tout. Et bon, moi, quand j'étais en train de travailler la toiture ou travailler un petit peu à l'extérieur, il y a des gens, avant la COVID, arrêtaient pour me serrer la main et de me féliciter pour le travail de restauration, de sauvegarde que je faisais. Puis il y en a qui étaient vraiment émus et tout. Donc, c'est un patrimoine important. Bon, pour les gens de l'île du Pas, mais aussi pour le Québec. En voulant dire, c'est un bel exemple. Bon, c'est la maison du curé, le presbytère et tout. Et ce qu'on voit, c'est qu'au début, c'était une maison québécoise. Quand ils ont refait le bâtiment en 1834 à 37, c'est une maison québécoise et tout. Et en 1887, c'est le curé Vincent Plinguet qui a demandé de faire ce bâtiment-là avec des combles français, puis les lucarnes, et ainsi de suite. Puis il y a une belle description d'un devis. J'ai passé 2 jours aux archives du séminaire au diocèse de Joliette. Et j'ai pu trouver beaucoup de documentation au diocèse. Donc, puis c'est très, très bien. On a une bonne aide et tout. C'est la Société historique de Joliette qui détient les archives du diocèse et on y a accès par eux et tout. Donc, avec ça, j'ai pu avoir une bonne idée du presbytère, mais aussi de l'ensemble de l'île du Pas, de l'Église, des premières concessions, des premiers seigneurs, et ainsi de suite. Donc, il y a toute une histoire ici, puis bon, il y a même des légendes ici à l'île du Pas, bon, du curé fantôme à l'époque, et ainsi de suite, puis donc, il y a des romans qui sont faits ici. Donc, il y a beaucoup d'histoires ici à l'île du Pas. Ça a arrêté vers 1976, qu'il n'y avait plus de curé et tout. C'est Francine Cardin qui était l'assistante du curé à l'époque, qui venait travailler là et tout. Mais aussi auparavant, il y avait un curé, au lieu de rester dans le presbytère, restait dans une petite maison au bord de l'eau pour... il trouvait ça plus dans la nature, puis plus agréable pour lui et tout. Mais sinon, c'est 1976 que ça l'a arrêté pour les curés. Et évoquer le fait que vous faites une grande partie des travaux vous-même pour justement permettre que ça reste à un coût abordable. Vous avez dit que aussi vous êtes retraité depuis peu. Vous avez quel type de formation pour vous aider justement à pouvoir entreprendre tous ces travaux? Effectivement, j'ai un bon background. C'est que j'étais charpentier menuisier auparavant. Donc, j'ai aussi pris un cours d'ébénisterie sur le tard et tout. Donc, tout ce qui est construction, menuiserie, boiserie et tout, c'est mon domaine et tout. Donc, je suis à l'aise avec ça. La galerie et tout. Et le bois, c'est toujours le point faible. C'est le lien entre le plancher et la base des colonnes. Donc, l'humidité reste et l'eau monte et ainsi de suite et ça pourrit. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toujours mettre un petit espace entre le bas de la colonne et la base là-dessus. Donc, il ne faut pas que les deux se touchent et tout, là. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et il y avait des poules jusque dans les années 2000. Et ça ici, c'était la grange et tout. Et de ce bord ici, c'était le garage. Donc, le garage a été fait en 1887 pour le montant de 18 $. Donc, et ici, normalement, c'est pas des planches horizontales, c'est des planches verticales qu'il y a en dessous, très larges, avec des clous de forgeron et ainsi de suite. Donc, tous ces bâtiments-là, je vais les restaurer, refaire une bonne base solide et changer tout ce qui est pourri à l'intérieur et tout. Le poulailler, j'ai dû le solidifier un peu, tout comme la toiture
de la grange pour pas que ça s'effondre tout. Là. Donc, ça va être dans peut-être 3 ans. Bon, l'été dernier, j'ai refait la mansarde arrière avec toutes les lucarnes. Donc, toutes les moulures, les rosaces et tout ont dû être changées parce que c'était complètement pourri. Et une petite histoire pour la cuisine d'été, la rallonge et tout, c'est le curé Vincent Plinguet. Ça, c'est en 1863, quand il est arrivé. Il a fait venir sa nièce, qui était sa bonne, c'est le terme qu'ils employaient à l'époque, et de mémoire orale. Nulle part on a ça dans les écrits, et c'est plusieurs anciens qui m'ont dit ça, c'est que quand le curé a dit qu'il voulait faire venir sa nièce, les paroissiens ont dit pas une femme avec un curé et tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait alors? C'est construit la cuisine d'été, séparée avec la chambre à l'intérieur au 2e étage pour la bonne. Il y avait un escalier intérieur et tout. Donc, pas de porte entre la chambre de la bonne et l'étage du curé, mais par contre, dans la cuisine d'été, une porte entre la cuisine du curé et la cuisine. Cette semaine, nous avons aussi présenté des extraits importants de la cérémonie de remise du premier prix du bénévole de l'année de la Fondation du Rhin, section Lanaudière. Cette remise a eu lieu au Centre d'art Diane Dufresne de Repentigny et c'est d'ailleurs un ancien maire de Repentigny, Jacques Dupuis, qui a reçu ce prix à titre posthume. Dans ce premier extrait qu'on vous présente de cette importante conférence de presse, Danny Babin explique la mise sur pied de la section de Lanaudière de la Fondation du Rhin, auquel a étroitement été lié M. Jacques Dupuis. M. Dupuis a aussi participé activement à l'organisation de plusieurs marches de la Fondation dans la région au fil des ans, et c'est notamment pourquoi le prix qu'il reçoit à titre posthume a été nommé en son honneur. Pour la remise du prix Jacques Dupuis de la Fondation du Rhin. La Fondation du Rhin, c'est l'organisme par excellence, l'organisme bénévole, qui se voue à la promotion et à la défense des gens qui sont atteints de maladies rénales. C'est un organisme pan-canadien qui a été fondé en 1964 à Montréal et qui a des divisions à travers le Canada depuis. Au Québec, la division est divisée en sections. Nous en avons 9. Et la toute dernière, c'est celle de Lanaudière. Les principales missions de la Fondation, comme je disais, c'est la promotion du don d'organes, parce que c'est super important. On a la défense des patients, on finance principalement la recherche et le service aux patients de différentes formes. Entre autres, on donne des bourses d'études pour les étudiants qui étaient soit en greffe ou soit en dialyse. Et on a un camp, pour juste ces exemples-là, on a un camp pour les enfants qui d'ailleurs est dans le nord de la Naudière, à Saint-Alphonse-de-Rodriguez, au nord de Joliette, qui, bon an, mal an, par année, reçoit à peu près une 50aine d'enfants, qui permet justement à des enfants qui sont atteints de maladies rénales de se retrouver entre autres et de passer une semaine ensemble avec tous les soins auxquels ils ont droit. Ça donne aussi un petit répit aux patients, aux parents, mais c'est surtout l'occasion pour les enfants de se retrouver entre eux. Alors la Fondation fait quand même beaucoup de choses à travers le Canada. Puis on est super heureux, super content qu'on ait enfin une section ici dans la Naudière. Et justement, cette section-là, la section de la Naudière, est sur pied depuis cette année. En fait, c'était un rêve qu'on avait depuis un bon petit bout d'avoir une section ici. On avait d'ailleurs commencé les démarches avec M. Dupuis. Et on devait finalement en avoir une et on est décédé dans les mois qui ont précédé la mise sur pied de ces fameuses sections-là. Alors, c'était évident pour nous que le prix qu'on allait remettre, le prix Jacques Dupuis, qui va être le prix de la section ici de la Naudière, récompense le bénévole de l'année de la Fondation, dans la section. Donc, c'est une personne qui s'est engagée, qui s'est démarquée plus que d'autres, disons-le comme ça, dans sa région.
Ici, bon, le premier, évidemment. Pourquoi on a décidé aussi de l'appeler Jacques Dupuis? Ben, lorsque je suis arrivé à la Fondation en 2015, Jacques Dupuis était président à l'époque du comité organisateur de la marche. La première marche qui a eu lieu dans le sud de la Lanaudière, c'était ici à Repentigny en 2015. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en 2014, il y en avait eu une toute première pour tout l'ensemble de la Lanaudière à Saint-Charles-Borromée. Et c'est M. Dupuis, si je ne me trompe pas, qui était président d'honneur cette année-là. Et comme ça avait eu quand même un bon succès, il s'était dit, nous autres aussi dans le sud, on va avoir notre marche. Et M. Dupuis, je pense qu'il était assez chauvin pour ce coin de pays. Donc, il a décidé l'année d'après, qui est en 2015, que la Fondation allait avoir sa propre marche. Et lui, son idée était une idée de rassembleur. C'était une idée rassembleuse, si on veut. Lui, son idée, c'était de faire le tour des 4 MRC dans le sud de la Lanaudière pour faire en sorte que les gens ne soient pas juste identifiés au niveau de la Fondation à Repentigny, mais que ça fasse le tour d'ensemble. Donc, la première marche en 2015, ça a été ici à Repentigny, au Parc Entre-Amis. L'année d'après, ça a été à Terrebonne. Ensuite, il y a eu l'Assomption. Et la dernière, pour boucler sa boucle, parce que c'était son rêve, c'était à Mascouche. Malheureusement, il est décédé quelques mois avant. Il n'a pas pu réaliser ce rêve-là de faire la boucle, mais on a quand même réussi à la faire, puis elle n'a jamais arrêté depuis. L'année dernière, on était revenu à Terrebonne. Cette année, on devait encore la refaire à Terrebonne, donc COVID oblige, toutes les marches sont passées en virtuel. Et l'an prochain, on devrait revenir ici à Repentigny. Et donc, sa vision était à la fois rassembleuse, sa vision était à la fois au niveau de la promotion, non seulement de la Fondation, mais surtout au niveau de la cause. Et comme on avait, comme je vous le disais tout à l'heure, on avait ce projet-là ensemble qui était de partir une section dans l'ensemble de la Lanaudière pour défendre les gens, représenter les gens qui ont une maladie rénale. Et donc, ça aussi, comme je vous disais tout à l'heure, malheureusement, on n'a pas pu le faire de son vivant. Et c'était tout à fait normal, vu l'implication et l'énergie qu'il a mis depuis toutes ces années, puis comment il croyait, à quel point il croyait à la cause et à la Fondation aussi, que c'est tout à fait normal que ce prix, qui est décerné par la section, c'est un prix méritoire pour le bénévole de l'année, porte son nom. Alors, je fais Ensuite, on vous a présenté la mairesse actuelle de Repentigny, Chantal Deschamps, qui a rendu hommage à son prédécesseur pour son dévouement à cette cause. Voici un extrait de son allocution. Il a été maire de cette belle ville, il m'a précédé toutefois. Et au moment où on se parle, là, ça a l'air de rien, mais il est présent avec nous. Et parce que son dernier repos, en fait, il est juste de l'autre côté. Donc, il a, au moment où on se parle, une vue imprenable sur l'événement qui est en cours, puisqu'il est dans le cimetière patrimonial de la ville de Repentigny. J'en profite bien sûr pour saluer sa conjointe Joanne Bertillon qui est avec nous. Alors merci Joanne, parce que si on a connu Jacques tel qu'il était, hein, partout où il passait, il savait se faire remarquer, c'est parce qu'à côté de lui, il y avait une femme aussi remarquable. Alors, et au grand cœur, et je pense que c'est 2 âmes sœurs qui se sont rencontrées entre Jacques et toi. Je veux saluer tout le travail d'Annie, alors M. Babin, alors tout le travail qui est fait par la Fondation, parce que là, on le sait un peu plus en temps de pandémie. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, la santé? Hein, je pense qu'on sait ce que ça veut dire concrètement dans nos vies. Il n'y a pas d'âge, ça n'a rien à voir avec le statut social, mais on sait que la santé, c'est notre principale richesse et que ce n'est pas toujours renouvelable. Alors merci, parce que tous ceux qui souffrent, dans le fond, la Fondation pour la maladie du rein, en fait, on le sait, beaucoup de personnes sont atteintes de maladies, alors des fois chroniques. Alors merci de vous préoccuper du bien-être de ces citoyens et citoyennes, et ce, partout. Vous êtes la région de la Lanaudière. Nous, on est dans le sud, on est tout à fait heureux et bien fiers d'être de cette belle région-là. Et je reviens au prix qu'on rend de façon posthume à Jacques Dupuis.
Jacques, oui, je le disais d'entrée de jeu, était connu ici pour ce qu'il a fait pour la ville de Repentigny. Un engagement politique, mais on le sait, au niveau du gouvernement de proximité que sont les municipalités. Combien d'heures de bénévolat doit-on consentir bien au-delà de quelques salaires que ce soit? Et je pense que c'est ce qui nous distingue, les élus du niveau municipal. Et après cette carrière-là, en fait, Jacques a embrassé plusieurs causes, dont celle-là, qui, dans le fond, prêtait main forte à la Fondation du Rhin. Bien contente qu'il ait choisi la région de la Naudière. Et ça ne m'étonne pas qu'il y avait cette vision, en fait, tout à fait unificatrice du nord comme du sud de la Naudière. Alors, et on peut le dire, à Jacques, qui est juste au côté, dans le fond, du parvis du Centre d'art Diane Dufresne, à l'ombre du clocher de l'église patrimoniale. Alors, c'est sûr que ton œuvre est entre bonnes mains. Et je suis très contente d'être ici, de vous accueillir aussi, je veux dire, dans ce site exceptionnel. Alors, le Centre d'art Diane Dufresne, ça donne bien. En fait, il y a une exposition virtuelle qui est en cours et c'est les photos tirées du dernier, entre autres, des photos tirées du dernier vidéoclip de Diane Dufresne et de Armand Vaillancourt, deux piliers de notre culture québécoise. Alors, c'est un petit clin d'œil parce qu'on sait que notre ami Jacques Dupuis avait aussi un petit penchant et un petit coup de cœur pour la culture. Et à un jet de pierre de la nouvelle salle de spectacle Alphonse Desjardins. On se déplace maintenant à Berthier. Lors de l'enregistrement de Berthierville vous informe cette semaine, la mairesse de Berthier, Suzanne Nantel, a indiqué qu'un contrat a été accordé pour l'évaluation de 4 parcs de la municipalité. Il a aussi été résolu de mandater Loisirs et Sports Lanaudière pour la réalisation du programme Parcomètre pour 4 parcs municipaux, soit Kennedy, La Ferrière, Charles Bellumar et de Vaudreuil, pour connaître la conformité de nos aires de jeu selon les normes de sécurité, ainsi qu'une liste de travaux à effectuer et de recommandations appropriées pour un aménagement adéquat et sécuritaire, et ce, au coût de 3 900 $. Restons dans le département des loisirs à Berthierville. La mairesse Nantel a aussi expliqué pourquoi la décision avait été prise de ne pas permettre aux citoyens de Berthier de patiner au parc Vaudreuil durant l'hiver qui vient. Il a de plus été résolu que la patinoire extérieure sur la rue de Vaudreuil ne sera pas mise en opération pour la saison hivernale 2020-2021. Plusieurs éléments justifient notre décision, en ce sens, à savoir les mesures à mettre en place liées à la pandémie, les efforts déployés pour assurer l'ouverture de l'aréna et son maintien dans ce contexte instable, l'analyse aussi des statistiques de fréquentation et l'instabilité des conditions climatiques des dernières années, limitant l'utilisation de la dite patinoire. La mairesse de Berthier, Suzanne Nantel, a aussi tenu à faire des rappels importants concernant les feuilles mortes et l'hiver qui s'en vient. On va faire 2 rappels importants. Le premier vise la collecte des feuilles mortes. Une deuxième collecte pour des quantités importantes de feuilles mises dans des sacs de papier sera effectuée le 13 novembre prochain. Mais sachez qu'à chaque collecte des bacs bruns, vous pouvez les déposer à côté de vos bacs et ils seront récupérés par notre fournisseur de services, mais ils seront laissés sur place si vos feuilles sont dans des sacs de plastique. Alors, lors de la dernière collecte de déchets, certains citoyens avaient laissé des sacs en plastique contenant des feuilles et ils n'ont pas été ramassés selon ce principe. Des rappels écrits ont aussi été distribués aux citoyens en cause. Alors, d'autres options pour la valorisation des feuilles s'offrent à vous. Je vous invite à vous référer au site web de la Ville à ce propos ou encore à communiquer avec la MRC au service de la gestion
des matières résiduelles pour toute information. Puisque l'hiver maintenant est presque à nos portes, j'en profite pour cet autre rappel concernant notre réglementation sur le déneigement et les bonnes pratiques s'y rattachant. À cet effet, je vous réfère au site web de la Ville sous l'onglet « Services aux citoyens, entretien des routes et déneigement » pour plus d'informations. Par la même occasion, je vous rappelle que l'interdiction de stationnement sur le chemin public entre minuit et 8 heures prendra effet le 15 novembre prochain sur tout le territoire de la Ville. La Ville de Berthierville propose 2 concours qui se veulent rassembleurs dans cette période difficile. Les détails avec la mairesse Suzanne Nantel. La monotonie de ce mois de novembre, ainsi que pour favoriser le sentiment d'appartenance et de solidarité de notre communauté, 2 initiatives participatives vous sont proposées par la Ville, à savoir l'une qui s'inscrit dans le cadre d'un concours de dessin s'adressant aux jeunes du préscolaire et du primaire dont l'adresse de résidence est Berthierville. Il s'agit en fait d'un concours de dessin dans le but de créer la carte de vœux de Noël de la mairesse pour publication et diffusion. La deuxième initiative, quant à elle, concerne l'embellissement de notre ville par un concours de décoration de Noël. Alors, un tirage et des prix se rattachent à ces 2 concours. Alors, à nouveau, je vous invite à surveiller le site web de la Ville, notre page Facebook et nos publicités pour être informés de ces projets qui se veulent rassembleurs en ces temps difficiles. Insatisfaite des travaux de pavage réalisés sur la rue Giraud, la Ville de Berthierville a entamé une procédure judiciaire contre la compagnie Cintra afin de faire corriger la situation. Les explications de la mairesse Suzanne Nantel. La problématique de ressuage du pavage de la rue Giraud suite aux travaux de voirie effectués à l'été 2019 et finalisés à l'été 2020. La firme Solmatec, notre représentant, pour effectuer les tests relatifs à la qualité du bitumineux et la pose de l'enrobé, suite à des analyses, a constaté un phénomène de ressuage et a proposé lors de l'exécution des travaux. La compagnie Cintra, responsable du contrat, a reconnu la problématique et a proposé un moyen correctif. Cependant, la Ville est en droit d'exiger que Cintra prenne les dispositions nécessaires et requises pour que le pavage soit conforme aux exigences du contrat intervenues entre eux. Par conséquent, nous avons autorisé la directrice générale et greffière à transmettre une mise en demeure à la compagnie Cintra à retirer et refaire la 2e couche de surface, incluant la reprise du lignage de la rue Giraud en conformité et selon les exigences contenues au dossier, et de retenir toute somme due à Cintra Incorporée en vertu du contrat mentionné jusqu'à ce que les travaux correctifs aient été exécutés à la satisfaction de la Ville. On se déplace à Lanoraie maintenant. La municipalité a entendu l'appel des membres du comité vigilance hydrocarbures de la région et surtout leurs craintes concernant une éventuelle remise en vente des claims miniers dans la région. Les explications à ce sujet du maire de Lanoraie, Gérard Jean. On sait que dans le dossier des hydrocarbures, autant de la fracturation hydraulique, je pense que Lanoraie, on a été un chef de file, si je peux dire, dans ce dossier-là, autant avec quand c'est parti avec l'oléoduc, ainsi de suite. Et puis, lorsque les citoyens nous ont apporté ça à la MRC, je pense que ça nous a amené justement à prendre conscience de cet effet-là, que comme là, c'est la compagnie Utica qui abandonne les claims. Et puis, c'est dans ce sens-là qu'à la MRC, bon, on a pris position les 15 maires à l'unanimité. Et puis, moi, je tenais à ce que Lanoraie, qu'on appuie de façon officielle en adoptant aussi
une résolution par rapport à ça. Et puis, comme j'expliquais lors de l'Assemblée de lundi, c'est que j'ai aussi demandé à la FQM, à la Fédération québécoise des municipalités, de se pencher sur le dossier pour qu'on adopte aussi au niveau du conseil d'administration dont je fais partie, qu'on adopte une résolution dans ce sens-là. C'est présentement en train d'être regardé par la Fédération québécoise des municipalités. On peut rappeler, qu'est-ce que demande la résolution? Bien, dans le fond, la demande de la résolution, c'est parce que les claims, quand ils sont abandonnés, en principe, ils sont remis aux enchères par le gouvernement du Québec. Nous, on demande au gouvernement du Québec de ne pas les remettre aux enchères, autrement dit, de ne pas les remettre sur le marché. Puis d'ailleurs, ce qui nous a été demandé à la séance, justement, c'est de voir si on ne pourrait pas adopter une résolution dans un dossier similaire, mais je ne voulais pas mêler les deux dossiers concernant le fait qu'on demande au gouvernement d'obliger les entreprises ou le gouvernement d'identifier où sont les puits, parce qu'il y en a des puits qui existent sur notre territoire. Puis, ce serait intéressant de savoir où ils sont, puis pour voir, parce qu'il y en a qui perdent, qui ont des fuites, puis à un moment donné, mais ça contamine le sol. Puis je pense qu'en tant que gouvernement, on se doit de savoir où sont situées ces choses-là sur les terrains des contribuables. Moi, j'étais présent à la rencontre du mois de mars de la MRC et lorsque la question avait été soulevée, le préfet et le DG avaient dit qu'ils allaient vérifier, mais ils n'avaient pas pris d'engagement clair dans ce dossier. Depuis, là, les séances se font à huis clos. Vous dites que c'est revenu dans les discussions du Conseil des maires depuis? Non, ce n'est pas revenu à la MRC comme tel, mais c'est revenu là, lundi soir à la municipalité, où est-ce que j'ai une citoyenne qui portait ça à notre attention. Et puis, dans ce sens-là, moi, je compte aussi l'amener au Conseil des maires pour voir si on ne pourrait pas justement prendre position puis, au niveau de la MRC pour faire la même demande au gouvernement. Nous, en tout cas, on va regarder pour faire cette demande-là là, dans une séance ultérieure. Donc, vous allez fortement inciter vos collègues maires de la MRC d'Autrey à se positionner dans ce dossier-là. Bien, je vais l'amener aux discussions. C'est sûr qu'à ce moment-là, tout le monde va pouvoir analyser le dossier, autant avec la direction de la MRC là, pour regarder exactement tout ce qu'il y en est. Nous aussi, on va regarder là, de la façon qu'on va le formuler. Récemment avait lieu la remise des prix Denise Lachance-Trudel. Ces prix sont remis par la table Alliance Dignité et le prix Denise Lachance-Trudel souligne le chemin parcouru par des personnes qui ont développé leur pouvoir d'agir. Voici la présentation de l'une des récipiendaires, Marie-Ève Besnard. Bonjour, moi je suis ici pour remettre un prix, le prix Denise Lachance-Trudel. Alors je vais un petit peu expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Déclic est un organisme qui croit en chaque personne, à ses compétences. Aujourd'hui, nous voulons reconnaître les efforts d'une personne impliquée dans le volet prévention du décrochage scolaire au primaire. Le prix Denise Lachance-Trudel nous permet de valoriser les efforts et la détermination d'une maman. Ce qui la caractérise, elle prend soin de sa famille. Elle cherche des trucs et des solutions aux difficultés d'apprentissage de sa fille Camille et les partage avec les autres. Elle s'implique auprès de ses deux filles pour leur réussite scolaire. Elle participe à des activités dans les organismes de Berthier afin de prendre du temps pour elle. Marie-Ève Besnard veut de tout cœur la réussite de ses deux filles. Elle participe à Déclic aux activités Les Petits Succès et en équipe pour la lecture, pour que sa fille Camille trouve la motivation et le plaisir d'apprendre à lire. L'an dernier, elle a partagé avec nous les activités qu'elle utilise pour aider sa fille dans ses apprentissages. Elle nous a donné un cartable d'activités qu'elle souhaite rendre disponible pour d'autres parents. Elle s'implique au comité des participantes et des participants de Déclic et à diverses activités de l'organisme. Marie-Ève est travaillante, créative, organisée et généreuse. Elle fait tous les efforts nécessaires afin d'aider ses enfants. Marie-Ève
Déclic est fier de te remettre le prix Denise Lachance Trudel en signe de reconnaissance pour ton épanouissement et ton implication. Toute l'équipe de Déclic te remercie et te félicite. Moi, je vous remercie beaucoup de votre écoute, de vos trucs, puis de ce que vous m'apportez. Merci. Voilà, c'était cette semaine dans Dautré. Bien sûr, pour davantage de nouvelles, vous pourrez retrouver nos 5 bulletins de nouvelles produits cette semaine sur la page YouTube de CTRB. Vous pourrez aussi y retrouver d'anciennes entrevues réalisées avec plusieurs acteurs du milieu dans la section Initiative de journalisme local. Excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs et à la prochaine!